Alors bonjour à vous toutes et tous, merci d'être là pour ce cours. On va commencer par une prise de refuge et on s'y met sans tarder. Sangye che tang tsoge cho namla changchu parato dane kyapsu chi dage jin tsoge pe sunam ki drola penchir sangye drum parai sho. Voilà, donc merci d'être là. C'est bien d'entamer cette reprise comme ça. On va, bon alors bien sûr là, on va voir comment on s'organise un peu. Je dis comment on s'organise parce que il va y avoir parmi nous des niveaux très différents. Alors, c'est ce qui me fait vous dire tout de suite en entrée, et ça me semble important. Je considère ce cours type 1, donc pour les débutants, débutantes, un peu comme un bac à sable, c'est-à-dire un bac à sable où on peut revenir de temps en temps, se réentraîner et puis aller visiter d'autres niveaux de cours. Ça me semble aussi important parce que parmi nous, on peut avoir Véro qui quand même connaît déjà assez bien la lecture du tibétain et a plus que des petites notions, Jacqueline aussi, mais on peut aussi avoir des personnes plus débutantes standards, telles que Claudia, ou alors Yves, qui débarque un peu par curiosité pour voir si ça lui plaît, s'il va se mettre à l'étude du tibétain ou pas. Et en fait, cette diversité de niveaux, je pense qu'elle peut être intéressante à partir du moment où on considère vraiment qu'encore une fois, c'est un espace d'entraînement, un espace bac à sable. Et ensuite, en fonction de votre envie de progresser, de là où vous en êtes, vous pouvez sans autre ensuite suivre le cours niveau 2, type 2. Je pense là surtout à Véro, qui le suit régulièrement comme Jacqueline. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de le faire, mais vous pouvez le faire. Et puis aussi ensuite, soit par mail, soit par message WhatsApp, vous pouvez aussi me demander les supports de cours pour apprendre de votre côté les bases de la lecture, c'est-à-dire l'apprentissage de l'alphabet, ce qui vous permet aussi de rattraper le train. C'est pas qu'on aille très vite, hein, on peut y aller tranquille, mais c'est vrai que sur la base des replays plus les supports PDF, l'acquisition des bases de la lecture sont pas très compliquées. Bon, disons, ça mérite un petit peu d'effort. L'idée ici dans ce cours, c'est qu'on reprenne ces bases-là. Parce que, en fait, de toute manière, à partir du moment où on participe à ce cours, ça veut dire qu'il peut encore y avoir des questions sur du genre, bah voilà, comment est-ce qu'on, bah voilà, faudrait que ça marche là, ce serait bien, attendez voir. Oui, comment est-ce qu'on prononce ça, par exemple. Donc, voilà, c'est tout simple, mais il peut encore y avoir à notre stade des questions. L'idée, mais alors vraiment de base, pour commencer un tel cours, c'est vraiment d'acquérir au moins la connaissance des 30 lettres de l'alphabet tibétain. Alors, je ne sais pas si tout le monde les connaît ou pas. Peut-être Yves, je ne sais pas du tout. En fait, juste dis-moi deux secondes. Non, rien du tout, zéro. C'est ça? Ok, bah très bien. Non, je connais pas Très du bien. tout. Ok, très très bien. Bon, bah c'est parfait. De toute façon, on va faire avec. Et je pense que même en connaissant rien du tout, comme tu dis, eh ben, assister au cours en direct permet d'apprendre beaucoup de choses. Parce que je vais faire attention de chaque fois, si par exemple je pointe quelque chose, je vais faire attention de chaque fois dire les lettres et réépeler. Ça, c'est important, de manière à ce qu'on puisse un peu suivre. Patricia, donne-moi juste quelques indices, parce qu'on ne se connaît pas super bien, et donc voilà, il faut que je puisse me situer avec ton niveau. Donc j'ai écouté quelques replays. Ok, J'ai écouté pas mal de replays en fait. d'accord, Et super. à la sortie du printemps, je connaissais les 30 lettres à peu près. Et j'ai rien Magnifique. fichu cet été, donc je pense que j'ai tout oublié. D'accord, Voilà. ok, mais très très bien. Donc ça veut dire que de ton côté toute seule, tu as acquis la connaissance des 30 lettres, sans trop de difficultés, apparemment. Mhm. Bon, super. Ça, c'est très, très bien. Ça confirme ce que je pense, c'est-à-dire que sur la base des replays, en plus, confirme-moi ou pas, mais je pense pas, Patricia, que... Est-ce que tu m'avais demandé les supports PDF ou pas?
Oui, oui, oui. Ok, Mais donc tu avais les supports PDF. oui, mais il y a certains que j'ai pas pu avoir parce que ça buguait. Ah, ok. Alors, dans Voilà. ce cas-là, si quand ça bug, faut pas hésiter de me demander, hein. Vraiment, hein, quoi. Bon, voilà. Oui, En tout cas, bon. vraiment n'hésitez pas, soit par mail, soit par message WhatsApp, de me demander si vous avez besoin de support PDF. Parce que, en Oui. tout cas, je considère que tous les supports nécessaires pour l'apprentissage de la lecture, c'est totalement gratuit. Donc, il n'y a pas de problème. Vous n'hésitez pas, hein. Donc, il y a environ, au maximum, une dizaine de PDF qui couvrent à peu près la totalité de ce qui est nécessaire pour savoir lire le tibétain. Donc, n'hésitez pas là-dessus. Et, Oui. pardon. Tant Et pis. par contre, j'aimerais bien être intégrée au groupe WhatsApp. Oui, alors donne-moi, Voilà. tu me transmets juste ton numéro de téléphone. Je vais les faire lors de l'inscription, mais je vais le refaire, oui. Ah, ok, alors c'est peut-être moi qui ai zappé. Ça, c'est... faut que je patine pour suivre tout ce qu'il y a à faire. D'accord, ok. Mais je vais le renvoyer. D'accord, ok. Mais sinon, je regarderai, pas de souci. Désolé. Bon, c'est moi qui patauge. Alors, voilà. Donc, ok. Alors, l'idée ensuite de ce cours, comme je vous l'ai dit ou rappelé aujourd'hui par mail, hein, je vous ai envoyé un petit mail avec le support pour aujourd'hui. L'idée, c'est de prendre un texte, en l'occurrence le Bodhisattva, et puis le 3e chapitre, et puis à partir de là, d'en faire notre terrain d'exploration. Le pourquoi, c'est assez simple, c'est-à-dire que plutôt que d'apprendre le tibétain, et donc en l'occurrence pour nous l'alphabet, la lecture et les rudiments de l'analyse d'une manière purement théorique, ce qu'on pourrait faire, ce qui est assez classique. L'idée, c'est de le faire tout de suite dans le contexte d'un texte. C'est un peu se plonger dans le biotope. On est tout de suite, voilà, on est dans la forêt, ou on est dans la montagne, on est où vous voulez, puis on apprend à repérer le paysage. Et le repère du paysage, je dirais que c'est carrément ce qui sous-tend toute la méthode. C'est-à-dire qu'en fait, quand on est face à un texte tibétain comme celui-ci, là, on est tout de suite dans le contexte. C'est comme si on était largué en plein paysage, et puis on se dit, tiens, je suis où? C'est où le nord, le sud, l'est et l'ouest? Donc, il nous faut des repères. Le principe des repères, c'est fondamental pour se sentir un peu orienté, et non pas désorienté. Et dans un texte tibétain, quand je parle de repères, les repères, eh bien, ils vont se situer, alors je vais vous mettre des marques là-dessus, ils vont se situer, c'est clair au niveau des lettres, parce que si on connaît toutes les lettres et toutes les combinaisons de lettres, ça va nous permettre, voilà, de trouver des repères. Mais sinon, un repère assez simple et extrêmement important en tibétain, c'est la présence des particules. Là, par exemple, ce que je viens de vous marquer à l'écran, c'est une des particules. Une des. Là, je vous en marque une autre, c'est aussi une particule. Là aussi, c'est une particule. Je peux vous en retrouver encore une autre. Ici, 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 ici. Admettons. Donc là, ce que je viens de faire, peut-être j'en ai oublié une au passage, c'est possible, mais ce que je viens de faire, c'est que, je viens d'ailleurs de faire exactement ce dont je vous parle, c'est-à-dire de développer dans un premier temps un rapport de repérage. C'est-à-dire où j'essaye de prendre des points de repère dans le paysage pour me dire de quoi, ok, pour m'orienter un peu. Ces particules, en tibétain, elles sont à très forte, on pourrait dire, elles contiennent en elles-mêmes un très fort niveau d'information grammaticale. Donc ça veut dire que si je comprends la fonction d'une particule, eh bien du coup, forcément, je comprends comment s'organise le texte. Je vais vous le montrer d'une manière très simple. Si ici, en l'occurrence, on a une particule du génitif. Une particule du génitif, vous allez l'apprendre progressivement. Un génitif, c'est un signe plus. C'est-à-dire que vous avez un élément à gauche, vous avez un élément à droite, et le génitif vous permet de faire un lien entre les deux éléments. C'est très très simple. Après, évidemment, l'usage, c'est autre chose. L'usage, ça peut être plus ou moins simple.
Pourquoi ? Parce qu'il va falloir se familiariser avec l'usage. C'est-à-dire, si je dis la pomme de Tachi, c'est un génitif. C'est-à-dire, je relie la pomme à celui qui la possède. En français, on est habitué à le formuler, donc pas de problème. En tibétain, il faut aussi apprendre à le formuler. Mais en fait, le premier exercice, c'est le repérage en se disant « Ah, ici, il s'agit d'un génitif », on n'a pas besoin forcément de savoir ce qu'il y a avant et de savoir ce qu'il y a après. On l'apprend de toute façon au fur et à mesure. Mais déjà de savoir que c'est un élément de lien, ça nous permet de ne pas nous poser la question en se demandant si c'est peut-être un mot. C'est pas un mot. Donc ça veut dire que ce qui est à gauche et ce qui est à droite, ce sont des mots. Alors, des mots, ça peut être au sens très large. Ça peut être une personne, ça peut être une chose, ça peut être, je sais pas, si on dit par exemple le, le pied de la chaise, c'est aussi un génitif. C'est-à-dire que le pied est lié à la chaise. Évidemment que le pied n'est pas une personne. Donc, quand je dis mot, c'est au sens vraiment très large. Ça peut aussi être une idée. La vacuité des phénomènes, c'est aussi un génitif, clairement. Parce que c'est la vacuité de qui ? Des phénomènes. Donc, voilà, on peut autant être dans un domaine philosophique très poussé que dans un domaine très basique. On va avoir besoin de savoir que le génitif permet d'organiser un lien. Et ça, c'est ce que j'appellerais la compréhension fondamentale du rôle des particules. Et ça, c'est un élément de repère extrêmement important. Ensuite, bien sûr que quand on rentre dans le détail, on va se rendre compte que ici cette particule et ici cette particule, eh bien en fait, même si on pourrait dire leur visage est un peu différent, parce que ici, quand on regarde là, je vais zoomer encore plus, vous voyez cette lettre comme ça, donc vous vous dites, c'est pas tout à fait la même que celle d'à côté, où on voit et qu'elle ressemble à autre chose, c'est-à-dire, voilà, à la différence de celle que je vous ai montrée avant. Attendez voir, j'essaie de zoomer. Voilà. Ben, j'arrive pas à zoomer en gardant enfin, bref, vous voyez les deux lettres, et vous voyez bien que celle à votre gauche, je pense, et il y a une espèce de banane sous la lettre, et puis celle de droite, il n'y a pas de banane sous la lettre. Donc la banane, c'est un yata. Donc ça veut dire que celle de gauche, elle va se prononcer qui, et celle de droite, elle va se prononcer qui. Bon. Maintenant, c'est vraiment infime. On peut même considérer qu'elle se prononce de la même manière. Qui et qui, ça n'a pas une importance gigantesque. Mais celle du dessous, donc la troisième qui est marquée, c'est aussi une particule du génitif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on a repéré une particule, on doit comprendre sa fonction de base, en l'occurrence pour un génitif, comprendre qu'elle fait office de lien entre des éléments, mais ensuite on doit savoir, petit à petit, si elle est morphologiquement variable ou pas. Morphologiquement variable, c'est ce qu'on voit ici. C'est-à-dire qu'ici, on en a 3, et ces 3, eh bien, très clairement, sont morphologiquement variables. Leur fonction est la même, leur forme est différente. D'accord ? C'est le principe du crochet. Vous faites un lien avec un fil de fer ou avec une corde, c'est toujours un lien, mais le type de lien, la matière du lien est un peu différente. C'est ce qu'on entend par particules morphologiquement variables. C'est pas très compliqué parce que c'est juste de l'apprentissage, c'est-à-dire ça, faut un peu se le rentrer dans la tête. Parfois, voilà, l'effort de mémorisation peut être plus ou moins ardu, mais en même temps, il n'y a pas non plus, il n'y a pas 200 particules. On peut en trouver pas mal, mais les particules de base, elles tournent assez rapidement autour d'une, je sais pas, une dizaine de particules, et quand finalement on connaît l'usage de cette dizaine de particules, on connaît les fonctions essentielles de l'organisation des éléments d'un texte ou dans une phrase. Donc c'est pas si compliqué. Ici, on voit une particule aussi, et là aussi une particule. Là encore une. En fait, en pointant cette particule, celle-là et celle-là, tac, tac,
je vous montre déjà les 3 types de particules auxquelles on a affaire d'une manière très régulière. Alors, là, c'est juste une présentation générale. Et effectivement, après, il n'y a pas besoin de les apprendre tout de suite, du tout. Et dans la leçon, en plus, vous avez toujours des explications grammaticales. C'est-à-dire, on reprend l'élément du texte et ensuite, il est décliné dans une explication grammaticale, ce qui vous permet de le dépioter et de bien pouvoir isoler tel et tel élément. Et puis, bien sûr que le replay nous permet de revenir sur ces différents éléments aussi. Ça, c'est juste. Donc voilà, ça, en termes de repérage, c'est le repérage des particules. Après, il y a le repérage des mots. Le repérage des mots, je vais vous montrer avec une autre couleur. Ici, hop, je viens, je ne sais pas si vous le voyez bien. Vous le voyez bien? Plus ou moins? Ouais, c'est OK? D'accord. Donc ici, vous avez un mot, gewa, ici. Ça, c'est gewa. Et pourquoi je parle ici de repérage? Parce que ce mot, qui signifie la vertu en tibétain, gewa, est tellement fondamental dans les textes tibétains, c'est-à-dire qu'on le retrouve tellement souvent, ce mot, qu'il peut être considéré comme un mot-clé. Un mot-clé, un mot favori, comme vous voulez le nommer, mais un mot qui, de ce fait, peut être considéré comme nécessaire d'être mémorisé. J'ai aucune précision dans ce que je vais annoncer. Je ne sais pas s'il s'agit de 200, 300 ou 500. Mais on peut estimer qu'il y a un certain nombre de mots qui vont être vraiment essentiels et qu'il faut pouvoir connaître par cœur. Il faut. Encore une fois, c'est pas une obligation. Mais ce serait bien de les connaître par cœur. Si vous les connaissez, c'est un avantage immense dans un texte classique. C'est un peu le but du jeu, de ce cours, comprendre un texte classique et savoir ce que l'on raconte quand on récite un texte tibétain, parce que beaucoup d'entre nous vont réciter des formules, des prières, des choses comme ça. Ces 50, 100 ou 200 mots clés dont je parle, une fois qu'on les connaît, on les retrouve à peu près tout le temps. Ça ne veut pas dire que bien sûr qu'un texte classique ne se construit que sur la base de 200 mots, évidemment pas, mais par exemple le terme gewa, le mot gewa, honnêtement, vous allez le retrouver très très souvent, parce qu'il est très souvent question de ça. Un autre terme très fréquent, c'est semchen. Semchen, c'est les êtres sensibles. Par exemple, ça c'est 2 mots. Si vous faites une petite liste de vocabulaire, vous avez dans chaque leçon un vocabulaire. Mais après, rien ne vous empêche de marquer au crayon ou sur votre ordinateur, vous organisez comme vous voulez. Voilà, il y avait son petit carnet, c'est parfait. Et puis, vous faites votre petit carnet du lait, ou votre PDF, votre document électronique, n'importe, avec ces quelques mots-clés. Et ces quelques mots-clés, une fois que vous les connaissez, ça, c'est un avantage extraordinaire. C'est-à-dire que vous combinez le repérage ou le repère. Là, je voulais enlever, ça va pas du tout. Vous combinez le repère d'une particule avec le repère d'un mot, et là, vos textes commencent déjà à devenir assez clairs. Ça ne veut pas dire qu'il l'est complètement, mais ça veut dire que là, il y a un mot, après, il y a quelque chose, ce sera peut-être un adjectif ou pas, on verra bien, et puis là, il y a un génitif. Donc, si un génitif, c'est l'idée d'un lien, du genre la pomme de Claude ou le pied de la table, alors on peut dire que c'est de, ça ne sera pas toujours peut-être de, mais on peut l'envisager comme ça, ça veut dire, si ça c'est les êtres de. Voilà, on n'en sait pas beaucoup plus, mais ça nous permet déjà de naviguer un petit peu dans ce paysage-là. Si en plus on connaît le mot d'à côté, et si vous ne le connaissez pas, vous allez le retrouver dans le vocabulaire, parce que dans le vocabulaire, tous les mots que vous voyez dans l'extrait de texte qu'on étudie, là en l'occurrence, vous allez les retrouver dans l'ordre d'apparition. C'est-à-dire que vous retrouverez dans le vocabulaire d'abord le terme semchen, et puis ensuite, plus loin, ngensong. Et puis, ngensong, à partir du moment où vous savez que ça veut dire, et là, vous le verrez dans le vocabulaire, ça veut dire les domaines d'existence
Hello Gabriella qui nous rejoint. Hello. Hello Gabriella, super. Alors si tu peux Voilà. mettre ta vignette, c'est génial, très Voilà. très bien. Et comme ça, c'est très bien. Comme ça, tu te familiarises un peu à ce petit monde. Voilà, Gabriella qui nous Voilà. rejoint pour ce cours. Gabriella, j'ouvre une toute petite parenthèse avec toi. Rappelle-moi, tu connaissais déjà un certain nombre de lettres, non, je crois? Non, pas du tout, rien du Pas du tout. tout. Pas du tout. Alors, c'est parfait. C'est vraiment peut-être le homme, tu vois. D'accord. Parfait, parfait, parfait. Non, non, c'est très bien, c'est très bien. Donc, tu es dans le même cas de Yves, et comme je le disais en début de ce cours, c'est vraiment un espace de découverte, ou c'est un espace où on vient reprendre son souffle si on veut suivre d'autres niveaux de cours, et puis on revient revoir la base, comme par exemple, ça peut être le cas pour Jacqueline ou pour Véro, qui sont là aussi dans ce cours. Alors, je reprends mon idée de repères. J'en étais là, Gabriella. Tu vas vite comprendre. On a Ok. deux types de repères. Je synthétise ce que j'ai dit. On a deux types de repères. On a des repères dans un texte tibétain. Là, on a un texte tibétain devant les yeux. OK. Mhm. Donc, on a deux types de repères. Un type de repère qu'on apprend à connaître et à reconnaître, ce sont les particules. Les particules, c'est les éléments qui vont nous permettre d'organiser les éléments d'un texte. Les éléments d'un texte, c'est des mots, c'est des adjectifs, c'est des groupes de mots, c'est ce que vous voudrez. Donc, les particules. Ensuite, deuxième type de repère, c'est les mots-clés. Les mots-clés, c'est les mots hyper importants qu'on va retrouver très souvent dans un texte tibétain. Par exemple, quand vous entendez Chomdende, ça veut dire Bhagawan. Bon, bah voilà, ça c'est un terme. Même quand on fait une prière, Sangye Che Tang Tsogi Cho Namla, la première phrase de cette prière du refuge, vous dites Sangye, ça veut dire Bouddha, vous dites Che, ça veut dire Dharma, vous dites Tso, ça veut dire réunion, assemblée, et vous dites Cho, qui veut dire sublime, et puis vous dites Nam, ça c'est aussi assez fréquent, et puis vous dites La, et là c'est une particule. Donc rien que dans une phrase, vous avez en tout cas 3 mots qui sont des mots absolument clés, et une particule qui est aussi complètement clé. Donc, c'est pas pour dire que tous les mots vont être vraiment des mots clés, mais en tout cas, ces mots que vous décidez, c'est vous qui décidez que ce sont des mots clés pour vous, eh bien, peuvent devenir des repères. Et dès lors qu'ils deviennent des repères, évidemment, c'est beaucoup plus simple. C'est plus simple de pouvoir s'organiser dans le texte. Maintenant, ça ne veut pas dire que le texte devient explicite tout de suite. Ça, c'est clair. Et puis ici, dans ce cours, on va mettre quand même beaucoup d'accent sur l'apprentissage de la lecture. Là, j'ai envie de revenir un peu là-dessus, parce que au fur et à mesure, en donnant ces cours tibétains, même si j'en donne depuis des années, et je continue à découvrir des choses. Et ce que j'ai découvert, je le savais déjà, je pense, un peu, mais il me semble que ça apparaît de manière encore plus claire. La lecture, c'est un vrai moyen d'apprentissage. Alors, c'est un peu une grosse évidence, mais je vais préciser. Je dis ça parce que, en fait, en tibétain, et peut-être dans n'importe quelle langue finalement, mais en tibétain, surtout pour nous, on a deux modes de lecture. On peut très bien lire un texte, même si on sait le tibétain, et puis on le lit sans savoir ce que l'on lit, et ça peut être le cas aussi des Tibétains eux-mêmes, c'est-à-dire et d'ailleurs l'apprentissage traditionnel, faut le savoir, mais on apprend aux jeunes moines ou nonnes ou aux jeunes enfants à lire un texte, et dans le cas des moines et des nonnes, ils peuvent lire des textes sans connaître le sens du texte pendant très longtemps. Il y a même des histoires traditionnelles qui mettent en jeu ce type de situation. Est-ce que tu sais ce que tu lis? C'est-à-dire, est-ce que tu sais lire ou est-ce que tu connais le sens de ce que tu lis? Parce que le tibétain est aussi une langue, on pourrait dire, récitative. C'est une langue qui est utilisée pour les rituels, et on va considérer, ça nous vient aussi de la tradition indienne, que savoir lire le texte, même si on ne connaît pas le sens, met en œuvre le sens du texte ou le pouvoir du texte. Bien d'accord. Mais c'est ce qui fait qu'il peut y avoir une espèce de décalage entre la lecture et la compréhension du sens. Donc,
La lecture telle que je vais l'utiliser ici, c'est ce que j'appellerais une lecture consciente, c'est-à-dire qu'on va pas seulement apprendre à pouvoir lire une phrase comme ça en disant sem, tien, kun, ki, ngen, son, ki. C'est très bien, on apprendra à le faire. Mais ensuite, de faire qu'au moment où on lise la phrase, on prenne tout de suite l'habitude de penser en termes de groupes de mots. Et les groupes de mots, c'est quoi? Je vais vous le montrer tout de suite. Ici, on va dire qu'on a un mot à gauche. À droite, on a aussi un mot. On a un génitif au milieu. Donc, le dessin que je pourrais faire, c'est un élément à gauche, un élément à droite et le signe plus qui fait le lien entre les deux. Jusque-là, on y est. Mais donc, si j'ai un élément à gauche et un élément à droite, c'est à peu près comme si je dis la pomme de Tachi ou le yak de Tsering ou ce que vous voudrez. Maintenant, la pomme de Tachi, ça c'est un groupe de mots. Donc ça veut dire que dans un texte, si vous savez lire ce qui est à gauche et lire ce qui est à droite et lire ce qui est au milieu, c'est bien, mais l'idée c'est de prendre l'habitude, quand on voit un génitif par exemple, et que l'on sait que le groupe de mots, alors vous le saurez petit à petit évidemment, mais que vous savez que le groupe de mots c'est ça, c'est de faire en sorte que la lecture indique le rythme de la phrase, et le rythme de la phrase est rythmé par l'organisation de la phrase. C'est-à-dire que le groupe de mots est une entité de sens. Par exemple ici, sem tien kungi ngen son. Et en s'entraînant à la lecture, on va s'entraîner à répéter le groupe de mots. C'est-à-dire répéter le groupe de mots pour que le groupe de mots, au bout d'un moment, même si on ne le traduit pas parfaitement, pour que le groupe de mots finisse par nous indiquer quelque chose. Je vais vous donner un exemple très concret qu'on voit dans le cours niveau 2. Le cours niveau 2, on est en train d'étudier le sutra de la pousse de riz. Et dans le sutra de la pousse de riz, on a un terme très important qui est la coproduction conditionnée. Donc en français, quand je dis coproduction conditionnée, j'ai, dans le meilleur des cas, une idée, ou alors je ne sais pas du tout ce que c'est, mais par contre, j'arrive à dire coproduction conditionnée. Ce qui est quand même déjà un peu une performance parce qu'il y a plein de syllabes dedans et il faut réussir à le dire. En tibétain, c'est difficile aussi parce que on doit dire ten ching del wara chung wa. Et ça, bien sûr, ce sont juste, c'est pas très compliqué techniquement parlant, on agence des syllabes, en l'occurrence des mots, avec des particules, et puis on crée quelque chose qui se traduira en français par coproduction conditionnée. La grande difficulté, en tout cas que je constate, c'est de n'apprendre que à lire syllabe par syllabe, puis après on se retrouve devant Tenching Delwara Jungwa et on n'arrive pas à faire le lien. C'est-à-dire qu'il nous manque cette cohésion qui nous vient de la compréhension que tel assemblage de syllabes, c'est un groupe de mots. Et parfois, il faut apprendre le groupe de mots pour lui-même. Et vous verrez qu'en tibétain, c'est parfois un défi. Pourquoi ? Parce que ça vient du fait que le tibétain est une langue monosyllabique. Ce qui fait que, et ça c'est un truc un peu particulier, c'est-à-dire que ici vous voyez par exemple, un mot, un mot, un mot. Vous pouvez le comprendre comme ça. C'est-à-dire qu'en tibétain, chaque fois que vous avez un point ici, entre une syllabe et une autre, c'est le signe que, évidemment, vous avez une syllabe ici, une syllabe ici, une syllabe ici. Une langue monosyllabique, ça veut dire que chaque syllabe est porteuse d'un sens. Et c'est presque valable pour toutes les syllabes en tibétain. À la grande différence d'un mot en français, où quand vous dites arbre, ar et bre, ça ne veut pas forcément dire quelque chose. Alors que en tibétain, oui. Si vous dites xing dong, qui est le terme pour arbre, xing ça veut dire quelque chose et dong aussi. Xing c'est le bois, dong c'est la tige.
Donc, quand vous dites bois et tige, vous dites arbre, parce qu'un arbre, c'est une tige de bois. Donc, ça veut dire que c'est une langue qui fonctionne différemment que la nôtre et qui va associer des sens, ou plutôt des mots, pour créer un mot nouveau. Par exemple, le mot pour aéroport. Bien sûr que pour nous, c'est aussi une construction, hein, entre aéro et port. On est bien d'accord, aéroport. En tibétain, c'est Namdu Bap Tang. Donc, Namdu, c'est le bateau, Bap, c'est tomber, et Tang, c'est la plaine. C'est-à-dire que c'est la plaine où se pose un vaisseau. Mais un vaisseau, Namdu Bap Tang, Namdu, c'est une construction. Parce que Namdu, c'est le vaisseau du ciel. C'est-à-dire Nam, c'est le ciel, Du, c'est le vaisseau, Bap, c'est tomber, Tang, c'est la plaine. Donc à partir du moment où vous avez parlé de la plaine où se pose le vaisseau du ciel, vous avez parlé de l'aéroport. Donc en tibétain, chaque syllabe est porteuse de sens. Donc c'est pour ça que c'est très important, quand vous tombez devant le mot Namdu Baptang, le mot aéroport par exemple, si vous avez ici Nam, Ba, Du, Bap, Tang, si vous lisez juste Nam, vous allez lire espace ou ciel. Mais ça ne veut pas dire que vous faites l'association entre Nam et Du. Donc, il faudra comprendre que Nam-Du, c'est un mot en lui-même. Ça, c'est la compréhension des groupes de mots. Donc, voilà. À partir de là, après, il n'y a plus qu'à faire, quoi. Je vous ai tout expliqué théoriquement comment ça marche. Donc, l'enjeu pour nous, dans ce groupe, c'est surtout bien connaître les 30 lettres de base de l'alphabet. Alors pour toi, Gabriella, je te l'ai dit par mail, je vais te renvoyer, je vais t'envoyer tous les PDF nécessaires pour l'apprentissage de ça. Et puis après, après chacun son rythme. Et puis Yves, si tu es intéressé, je t'envoie aussi les PDF pour ça, puis tu regarderas si ça te plaît ou pas. Pas de problème. Je veux bien, oui. Ok, c'est parfait. Alors, après, dans le texte, évidemment que le plus petit élément de sens qu'on doit connaître, c'est la lettre. Donc, la lettre, c'est par exemple ici la lettre Sa. Voilà, admettons. Bon, vous pouvez décider qu'aujourd'hui, vous en connaissez une. Hein. C'est au moins ça. Hein. Ça, c'est pas compliqué. Après, je profite de cette première syllabe pour bien préciser que on a évidemment le point qui nous marque la fin d'une syllabe, et puis après, vous voyez que dans une syllabe, ici, on a 4 signes, si on parle de signes, signes au sens très large, c'est-à-dire pas seulement lettres, mais signes. On en a 1, 2, 3, 4. Dans une autre syllabe, on en a 2. On peut très bien trouver une syllabe où on n'en a qu'un seul. D'accord? Non, 2, excusez-moi, 1, 2. Mais on peut trouver une syllabe ici où on n'en a qu'un seul. Donc ça veut dire qu'une syllabe, elle peut être formée de 1 signe jusqu'à maximum 7 signes. Ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement la construction des syllabes. Donc la construction des syllabes, elle est en fait assez simple dans le sens où elle est logique. C'est-à-dire que si vous avez qu'une seule lettre, ici vous avez la lettre La, ça c'est la lettre La, vous la voyez bien? Ouais, ok. Donc là vous avez une lettre. La lettre La, voilà, c'est bon. Le son de la syllabe, c'est La, tout simplement. Mais maintenant, bien sûr que si vous avez plusieurs lettres, comme ici, il va falloir savoir comment on prononce tout ça. Et c'est là où c'est pas très compliqué, il faut juste y aller par étapes, et vous verrez, c'est assez simple. C'est un peu c'est des Lego, quoi. C'est-à-dire, faut savoir comment on combine ça. Alors, ça, évidemment, si vous avez, et c'est le cas pour certains d'entre vous, jamais fait du tibétain, quand je vous montre ça, c'est vraiment du chinois, quoi. C'est-à-dire, c'est du tibétain, en fait. Donc, il n'y a aucune raison que vous voyez bien. C'est du tibétain, j'ai fait un petit peu du chinois. En fait, ça, je ne connais pas. Effectivement, c'est vraiment, c'est opaque. Voilà. Là, on peut déjà, c'est assez intéressant, on peut repérer qu'ici, il y a la lettre dont on a parlé avant, le sa, et ici, il y a une lettre qui ressemble beaucoup. C'est la même. D'accord? C'est la même lettre. Ça et ça. OK? Oui. Voilà. Donc maintenant, après, en tibétain, une chose qui va vous étonner beaucoup peut-être, c'est qu'on doit apprendre à épeler.
Nous, on épelle aussi en français ou dans d'autres langues. Hein. Pour toi, c'est le polonais, hein, Gabriela, c'est ça ou pas? Le tchèque, excuse-moi. Donc pour toi, c'est le tchèque. Alors je pense que dans toutes nos langues européennes, on apprend à épeler, voilà, plus ou moins. Mais on n'insiste pas. Une fois qu'on sait épeler, point terminé. Pour les Tibétains, on a beau savoir lire, on va épeler très longtemps. C'est-à-dire, on va considérer que l'épellation, c'est ce qui nous permet d'avoir une rapidité de diction. Vu que le tibétain est une langue liturgique, entre autres, c'est une langue philosophique, mais aussi une langue liturgique, elle se chante et elle se récite. Et donc, pour être à l'aise avec un texte, il faut être très à l'aise avec la lecture. Ce qui fait que les Tibétains vont pousser très très loin l'exercice de l'épellation pour devenir très bons en lecture. Pas juste savoir lire, mais savoir lire à haute voix, à haute intelligible voix, et avec clarté en plus, c'est-à-dire en prononçant correctement. Donc nous, vous allez voir qu'on est obligé de faire cet exercice. On est obligé de le faire, pourquoi? Quoi, je dis obligé? Bon, on est obligé à rien, mais si on fait cet exercice d'épellation, on apprend comment on construit une syllabe. Et plus on va répéter cet exercice, plus on va lire facilement. Je vais vous montrer ici. Ici, cette syllabe, alors vous l'apprendrez, vous verrez pourquoi, on va la décortiquer au moment où on l'appelle. On va dire sa, ta, shapkyu et ka. C'est-à-dire qu'au départ, on va simplement énoncer les différents éléments d'une syllabe. Et puis ensuite, on va apprendre à les mettre ensemble. Sa, ta, shapkyu, tu, ka, duk. Et on obtient le son final. Alors effectivement, on part du sa et on arrive à duk. Donc voilà, c'est là où il y a un peu d'étonnement. Au départ, il y a de l'étonnement. Après, vous verrez que c'est assez logique. En fait, l'idée c'est quoi? L'idée c'est que dans une syllabe complexe comme celle-là, il y a toujours une lettre de base. La lettre de base, c'est ce qu'on appelle mingshi. Mingshi, c'est la lettre, c'est le son fondamental. Mingshi en tibétain. Shi, c'est la base, Ming, c'est le nom. C'est-à-dire que c'est la lettre fondamentale. Cette lettre fondamentale, elle va être modulée par les éléments qui l'entourent. Et là, on est déjà dans quelque chose qui est très bouddhiste. Parce que c'est une langue, vous le verrez, c'est une langue qui respire le dharma tout le temps. Donc là, déjà. Pourquoi? Parce que vous avez une base fondamentale qui est évidemment la vacuité, hein, étant donné qu'en tibétain, la vacuité, c'est la lettre A. C'est le son fondamental. Ce son fondamental, c'est pas qu'on l'altère, mais qu'on le transforme. Il est transformable tout le temps. Donc il suffit de mettre un autre élément. C'est un peu comme une couleur. Comme, imaginons un récipient rempli de lait. Vous avez une couleur blanche, qui serait cette base fondamentale. Si vous mettez un peu de poudre bleue, ça va devenir bleu. Un peu de poudre rouge, ça va devenir rouge, etc. C'est-à-dire, vous ne gâchez pas le lait, vous le transformez. Vous le transformez par les apports successifs que vous allez mettre dedans. Là, c'est pareil. C'est-à-dire que dans une syllabe, vous allez avoir un son fondamental, et ce son, vous allez chaque fois le trouver en suivant d'une manière systématique la manière qu'il faut pour la manière juste d'épeler cette syllabe. Ici, en disant sa, ta, j'arrive au son fondamental. Ici, le son fondamental, c'est la lettre ta. Je vais vous montrer ici, je vais vous la réécrire. Je vous l'écris comme ça. Ici, vous avez une lettre, hop, tac, tac. Ça, c'est la lettre fondamentale, ta. Voilà, c'est un ta. Alors, toute petite parenthèse, en tibétain, vous avez des tons. C'est-à-dire que vous avez un ton bas, d'abord un ton haut, un ton haut expiré et un ton bas, ou plutôt qui descend. Donc ici, quand je dis ta, bon, j'ai très mal écrit cette lettre, mais bon, c'est pas grave. Quand je dis ta, précisément, c'est ta. C'est-à-dire que c'est un ton qui descend un peu. Ta. Alors là-dessus, je vais être assez intraitable. C'est-à-dire que je vais vraiment... Est-ce que je vais
c'est pas exigé. Mais je vais vous encourager vraiment à respecter dès le départ les tons. C'est extrêmement important parce que le tibétain est une langue tonale. Donc, je vous donne un exemple très simple. Si vous dites Kangpa, vous parlez d'une maison. Si vous dites Kangpa, vous parlez d'une jambe. Ok? Alors peut-être que vous avez entendu la différence, mais peut-être pas. Je réessaye. Kangpa, Kangpa. Vous avez entendu la différence? Ok, très bien. Eh bien, cette différence-là, va falloir la reproduire. C'est-à-dire que si vous, vous dites Kangpa à un Tibétain, eh bien, vous lui dites jambe, même si vous pensez maison. D'accord? Donc là, il faudra vraiment s'y faire. C'est-à-dire que c'est comme ça. C'est-à-dire que la lettre, faut la prendre tout de suite avec le ton qui est juste. Je dis ça en insistant un petit peu, mais parce qu'il peut y avoir, et c'est peut-être le problème des francophones, qui est une langue très peu tonale, et qui vont lire le tibétain, même après des mois, voire des années, et toujours ne pas respecter les tons. Et donc, faire que, même s'ils savent lire, ils sont assez peu compréhensibles pour un Tibétain. Et ça peut être vraiment problématique. Oui, Gabriella? Combien de tons y a-t-il ascendant ou descendant? Il y en a trois. Okay. C'est très simple. À la différence de l'hindi ou à la différence du chinois qu'on a plus, oui. Il y a vraiment des langues pour lesquelles c'est plus compliqué. En plus, pour le chinois, c'est ardu parce que vous avez des des choses comme ça. Non, le tibétain, c'est assez net. C'est soit là, par exemple, on va faire comme ça. Attendez voir. Tac. Est-ce que je peux mettre une page de plus? Je sais pas comment mettre une page de plus. C'est pas grave. Ah oui, je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça. Voilà, tac. Là, j'ai une page vide. Donc, je vais vous écrire les trois sons pour ou les trois lettres pour le son ta. Hein? Alors, vous avez la première. Alors, par contre, tac, je vais mettre ici, là, et puis là peut-être, hop, voilà. Alors, ici, tac, c'est un peu plus gros, ah non, un peu plus gros, voilà. Ok, alors, ici, voilà. Donc, tac, 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 ça, c'est la première. C'est le son ta. C'est net, c'est droit. La deuxième, hop, 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 tac. Ça, c'est ta. Hein? Alors, vous entendez la différence? Ta, ta. OK? C'est clair pour toi, Patricia, aussi? Tu entends bien? OK, parfait. Tu vois, Yves, alors Yves, c'est une totale découverte pour toi, mais voilà, ça va avoir une importance. Si vous dites maintenant, vous dites ta, ta. Vous allez utiliser ce ta. D'accord? Si vous dites tamche pour dire tous, toutes, semtien tamche, vous utilisez ce ta ici. Tamche. Vous ne dites pas tamche, vous dites tamche. Si vous dites par exemple les samayas, qui sont très présents dans le principe, voilà, dans la pratique et la philosophie bouddhiste, les samayas qui sont les liens initiatiques, vous dites tamtsik. Et tamtsik, ça s'écrira avec le troisième ta. Voilà. Et là, vous avez vos trois lettres. OK? Et beaucoup mieux écrites. Donc, vous avez ta, ta, ta. Tout simplement. Donc, votre apprentissage majeur, ce sera d'acquérir les 30 lettres de base de l'alphabet. Ça, c'est vraiment fondamental. Alors, attendez, voilà. Il faut juste que je ferme la porte parce que... Attendez. Alors, voilà. Donc, vous avez vos trois lettres. Donc, quand vous allez apprendre vos 30 lettres, vous allez vous retrouver devant un tableau, c'est pas très compliqué, un tableau en 3 colonnes. Et vous aurez dans la première, en 4 colonnes. Et vous allez, mais surtout, voir que dans la première colonne, tout ce qui va dans ce sens, c'est toujours des lettres que vous prononcez droite, c'est-à-dire ta,
c'est-à-dire ka, ta, pa, cha, ça, pareil. Il y en a pas 15 000 d'ailleurs. La deuxième colonne, ce sera toutes des expirés, c'est-à-dire ou des aspirés. En français, on dit aspiré, mais moi, je préfère utiliser expiré parce qu'on expire. Donc, ta, pa, ka, etc. Comme voilà. Vous déclinez, mais sur le même principe. Troisième colonne, c'est toutes des expirés basses, c'est-à-dire ta, ka, cha, tsa, voilà, ça c'est simple. Donc, ben voilà, là on apprendra tout simplement à utiliser l'une ou l'autre de l'un ou l'autre de ces tons en fonction de ces lettres, tout simplement. Donc voilà, je reviens là-dessus. Ok, donc voilà, je pense que c'est pas très compliqué. Ce qui fait qu'après vous avez une syllabe et puis cette syllabe, en l'occurrence, vous apprenez à la lire d'une manière systématique, c'est-à-dire toujours dans l'ordre de construction de la syllabe elle-même. C'est-à-dire que vous verrez, ça vous le verrez au fur et à mesure, mais une telle syllabe, vous apprenez toujours d'abord, voilà, le zoom s'arrête là, mais bon, vous commencez par le haut et vous finissez par le bas. C'est-à-dire que vous lisez tous les éléments du haut en bas. Et puis ensuite, vous donnez le résultat de ça. Je reviens à mon élément de base, donc la vacuité, le son fondamental A. C'est pour ça que dans le tableau des 30 lettres, vous verrez qu'à la différence du français, en français, on dit le R, on dit le L. Donc voilà, en tibétain, vous dites toujours le A qui est présent dans chaque lettre. Vous dites le K, vous dites le PA, vous dites le MA, il y a toujours un A dedans. C'est le son voyelle fondamental qui fait office justement du son fondamental qui d'ailleurs illustre le sens de la vacuité. Ensuite, une fois que vous avez ça, vous déclinez ce son fondamental. C'est-à-dire qu'ici, vous avez des signes voyelles. Les signes voyelles, c'est des espèces de petites choses, ça je vais l'enlever, ça n'a plus besoin, c'est voilà, c'est des choses comme ça, comme des espèces de traits qu'on rajoute à une lettre. Donc ici, vous avez un signe voyelle qui va indiquer le son « est ». Et ici, vous avez un signe voyelle qui indique le son « ou ». Alors en fait, le principe de ce son de base, qui est un son voyelle de base, le son « a », eh bien, si ici, vous allez très vite le comprendre, vous avez la lettre « sa », à partir du moment où vous mettez un signe voyelle qui indique le son « est », le ça va devenir c'est, tout simplement. Donc c'est un peu votre récipient avec du lait, vous mettez un petit peu de couleur bleue, le blanc est devenu bleu. Là c'est pareil, vous avez le ça à l'origine, et le ça avec une pointe de est, ça devient c'est, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc un peu comme en français pour le coup, mais pas tout à fait, parce qu'un A reste un A. Un A avec un accent grave ou un A avec un accent circonflexe, c'est plus ou moins toujours le A. En plus, dans l'usage du français aujourd'hui, on oublie largement les petites différences de prononciation. Un Français, il va dire gâteau, par exemple. Un Suisse, il dira gâteau. On fait encore attention aux accents circonflexes. Donc il y a des petites différences de ce genre. Mais en tibétain, on ne parle pas d'une modulation du son A. Il faut savoir d'ailleurs qu'en français, il y a 15 sons voyelles. On apprend qu'il y a 5 voyelles, mais il y a 15 sons voyelles. Donc il y a des variations du A. Il y a du A, c'est pas le même son. Bref. En tibétain, on passe du sa au se. Donc là, c'est carrément, voilà, on change de monde. On n'est pas dans les A. On n'est pas dans la modulation du A, on passe du A au E. Mais on garde le son consonne, c'est-à-dire le sa, le s, que nous on dirait un S, en tibétain on dit un sa, le S, lui, il reste S-A ou S-E. Voilà, simplement, vu qu'on associe les deux, le son consonne et le son voyelle, on dit ça ou c'est.
Donc ensuite, ici, on a Sadembuse, ça c'est ainsi qu'on va l'appeler, Sadembuse, Ma, Sa, Sem. Pourquoi? Parce que ici, on a 3 lettres. Et vous l'apprendrez, mais la lettre qui est juste derrière, ce qu'on appelle un suffixe, dans certains cas, pas dans tous, c'est là où des fois il faut apprendre un peu par cœur, mais on apprend par cœur surtout en s'entraînant à la lecture. C'est pour ça que je vais insister sur la lecture et sur l'appellation. Plutôt que de juste un exercice théorique, on apprend par la lecture et on apprend en faisant en fait. Donc ici, Sadembuse, Ma, Sa, Sem. C'est-à-dire que le son Ma, eh ben, il va donner le son du Ma, il va donner le à la lettre de base. C'est-à-dire que la lettre de base, c'est toujours l'élément sur lequel va se greffer tous les autres éléments que vous rajoutez. C'est-à-dire que le Sa, c'est la lettre de base, le Sa est devenu un Se, et le Se est devenu un Sem. Et c'est comme ça que on va agglomérer les différentes couches de sons pour produire finalement Sem, qui veut dire l'esprit ou la conscience. Donc voilà, et une fois que vous savez Sem, l'esprit et la conscience, ben normalement vous l'oubliez pas. Vous l'oubliez pas parce que c'est un mot fondamental, c'est un mot-clé. Ça fait partie de vos mots-clés. Ça fait partie des mots-clés qui vont se retrouver dans le petit cahier de Véronique, par exemple, ou dans votre iPhone, ou vous vous débrouillez comme vous voulez. Mais après, SEM, vu qu'on en parle tout le temps, Yves, c'est sûr que tu vas le connaître, celui-là, parce que je sais que tu es très curieux de ce genre de choses. Donc, nous tous certainement, mais on se connaît un peu quand même. Donc, SEM, la conscience, l'esprit, en plus, pour toute personne qui aura suivi des enseignements bouddhistes, il y aura toujours à un moment donné la question d'une personne qui dit « Oui, mais c'est quoi la différence entre l'esprit et la conscience ?» Donc, en tibétain, on fait des différences, mais pas comme en français. Ce qui fait que quand on utilise « sem », c'est au sens très générique. C'est la conscience qui recouvre l'esprit, qui recouvre tout ce qu'on peut imaginer comme faculté. En tout cas, dans ce contexte. Quand on dit Sem et Chen, pour parler des êtres sensibles, les Sem Chen, Chen, ça veut dire qui possède. Donc voilà, vous utilisez un mot, Chen, qui indique clairement qui possède. Hein. C'est une particule. En fait, ça peut être considéré comme particule, mais on va le prendre comme mot. Le mot qui indique qui possède ou qui est doté de. Donc quand vous dites Sem plus Chen, ça veut dire celle ou celui qui possède une conscience. Et donc les Semchen, c'est les êtres sensibles. Voilà, c'est les êtres. Donc vous voyez la différence entre une langue comme le français, ou peut-être le tchèque, hein, qui peut-être fonctionne de la même manière, c'est-à-dire qui fonctionne un peu dans l'idée de quelque chose d'ontologique, c'est-à-dire qu'il y a un sens lié d'une manière assez essentielle au mot. Par exemple, être, c'est vraiment, c'est une ontologie, c'est vraiment, on existe en disant être. En tibétain, on est dans quelque chose qui construit, c'est des éléments construits, c'est une approche beaucoup plus constructive, j'y arriverai pas, c'est une approche où on va construire avec des blocs de sens, et en construisant avec des blocs de sens, on parlera pas ici en tibétain d'un être, ni même d'un être sensible, on parle simplement de ce qui possède une conscience. Donc on est vraiment dans une approche beaucoup plus associative du sens et dans une approche moins ontologique. Un être, je dirais qu'on a même un rapport assez basique, c'est-à-dire un être, c'est quoi? On se pose pas trop de questions, si on s'en pose bien sûr beaucoup, mais à partir du moment où quelque chose ou quelqu'un possède ou est doté de conscience, c'est-à-dire de quelque chose qui le fait réagir d'une manière sensible, ça devient un être, tout simplement. Et ça, on va le retrouver beaucoup dans la langue tibétaine, et c'est pour ça que le tibétain nous permet de bien comprendre la philosophie, c'est-à-dire le dharma. Si par exemple on est ici et que
on veut écrire le mot, je vais vous l'écrire. Ici, j'écris tong pour dire vide. Si je rajoute pas, ça c'est un nominalisateur. Et puis ensuite, j'écris ni. Voilà. Ici, je vous ai écrit vacuité. Tong, pas, ni. Alors bon, je dis pas que c'est le plus simple à lire. Évidemment, il n'y a pas de raison que ce soit très simple à lire au début. Mais c'est pas ce que je veux vous montrer. En utilisant le terme de tong, on dit vide, tout simplement. Vide, vide, comme une tasse qui est vide, tout simplement. À partir du moment où je nominalise, ça veut dire que le vide devient quoi? Justement, c'est difficile en français. Vide devient le vide, d'accord? L'idée de vide, une tasse vide, devient le vide. C'est-à-dire, j'ai nominalisé. Donc, j'ai rendu vide comme quelque chose. Hein? Non pas que la vacuité devient matérielle, mais disons, c'est pour désigner comme quelque chose. Et ensuite, je rajoute ni, tong pas ni pour dire en soi-même, c'est-à-dire le vide en lui-même. Et le vide en lui-même, ça veut dire que fondamentalement, les phénomènes sont libres de quelque chose. Donc, ils sont vides de quelque chose. Ils sont vides en lui-même d'une existence propre. C'est ce qu'on va supposer après. Mais c'est pour ça que l'étude, pour le coup, de la construction du mot nous permet de beaucoup mieux comprendre le sens du terme. Parce que sinon, en français, on a vacuité. Vacuité, ça devient quelque chose. Alors que là, c'est une espèce d'absence en elle-même, par exemple. J'ai presque parlé sans discontinuer pendant 1 heure, là. Je vous ai du coup pas tellement laissé la possibilité d'intervenir. Je crois qu'il est temps que vous interveniez, ou pas, mais est-ce que vous avez déjà compris tout ce que je vous ai raconté? Ou il y a des choses qui sont vraiment pas claires du tout? Donc pour moi, ça va être principalement le côté philosophique, voilà, parce que j'ai vu qu'on distingue quand même pas mal l'esprit, conscience, être sensible. Donc déjà, ça, pour retrouver l'unité dans ce terme, ça va être plus compliqué. Mais voilà, à part, en fait, au niveau de la langue, ça me semble très assez clair parce que vu j'ai quand même étudié d'autres langues un petit peu, donc je retrouve certaines notions qui me donnent du sens. Voilà. Bien sûr. Et tu verras qu'en plus, Gabriella, honnêtement, l'étude de l'alphabet, Patricia, tu as pu te rendre compte, tu as dit là au printemps, je pense que tu n'as pas eu trop de difficultés. Il y a quelque chose de très logique. Par contre, alors je vous le dis tout de suite, les PDF que je vais vous transmettre, alors vous pouvez bien sûr les suivre dans le sens que vous voulez, mais l'apprentissage de l'alphabet, c'est vraiment couche par couche. C'est-à-dire commencer par la première couche, ensuite la deuxième, ensuite la troisième. Ça sera beaucoup plus simple. Après, on peut y aller un peu dans tous les sens si on veut, pourquoi pas. Mais au départ, c'est quand même très important d'organiser la compréhension et surtout l'apprentissage de l'alphabet de cette manière. Voilà, bon, on s'est fait un espèce de cours. Bon, pour Jacqueline, il n'y a rien de très neuf là-dedans, je pense pas. Pour Claudia non plus, pas plus que pour Véro. Mais ça permet de reparler à la fois de la structure de la langue et de la manière dont on peut l'étudier avec la méthode proposée. L'une ou l'autre, vous avez, ou Yves, une question sur ce qu'on a vu ou pas? Il y a des choses qui semblent très floues ou au contraire très claires. N'hésitez pas. J'ai une petite question. Enfin, ce qui m'inquiète un peu, c'est le fait que ce soit les syllabes soient comme des dessins en fait, et ça ramène à des images mentales. Et j'ai énormément de problèmes avec ça parce que j'ai pas d'image mentale, donc j'ai un peu peur de ça en fait finalement dans l'apprentissage de l'alphabet, parce que j'ai toujours besoin d'un repère à côté pour pouvoir créer en fait l'image. Très bien.
est-ce que si par exemple tu apprends un mot avec une image, c'est plus simple, ou un mot avec un sens, c'est plus simple? Comment ça se passe pour Avec toi? alors là, c'est clair et net avec un sens. Avec un C'est sens. Ben, très bien. Et est-ce que tu peux facilement associer une dimension sonore, un son avec un sens? non, c'est la même chose que l'image en fait. C'est la même chose que l'image. Ok. Par C'est un contre, peu le sens, c'est plus facile. complètement. Ok. C'est pas Donc, toujours fonctionné comme ça. Ouais. d'accord. Donc, si je te dis sème, c'est-à-dire si tu vois ça, et puis que je te dis conscience, ça te semble faisable d'être mémorisé ou pas? Oui, ça plutôt. Oui. Ok. Ouais. Bon, bah, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc de la même manière, en fait, on pourrait imaginer que pour toi, si on regarde ça, si je te dis que ça c'est ta, bah, tu peux le mémoriser comme étant la lettre ta. Ouais. Oui, faut que je l'apprenne quoi. Oui, oui. Mhm. Ouais, ouais, non, bien sûr, faut l'apprendre. Non, non, évidemment. Mhm. Mais Mais disons que c'est pas une mémorisation impossible. non. Ok, bon, bah écoute, de toute façon, essaye. Je pense que Oui, là, il y a. c'est pour ça que j'avais un peu peur depuis de nombreuses années d'ailleurs. Hein. Ouais, non, non, mais Un regarde, peu peur par rapport à ça. on peut trouver aussi des moyens Alors que pédagogiques. la grammaire semble plus, oui, ça fonctionne un peu aussi comme en allemand, on a un peu cette façon Oui, aussi tout à fait, tout à fait. de ramener. Le lien, la plus grande similitude, on va la trouver peut-être en hindi ou en japonais, qui sont des langues grammaticalement assez proches du tibétain. Le tibétain est une langue tibéto-birmane, donc c'est pas une langue qui appartient à la famille des langues chinoises, par exemple. C'est très différent. Euh, mais l'avantage du tibétain, vous verrez, c'est que c'est très pied sur terre. C'est-à-dire que c'est même parfois un peu brut, quoi, brut dans le sens, c'est pas comme en français où on a plein de, quoi, voilà, c'est une langue très complexe, le français, et on s'en rend compte en étudiant le tibétain. En tibétain, si vous dites nga jo, ça veut dire je et puis le verbe aller, vous avez fait une phrase. Hein, vous n'avez pas besoin de dire, quoi, vous avez même pas, il n'y a même pas de conjugaison en tibétain. Donc c'est, alors les difficultés, elles sont ailleurs. Elles sont presque parfois mentales pour nous. C'est-à-dire comment on réussit à dire ça. Mais en fait, le tibétain est presque simple. C'est-à-dire, si on le prend pour ce qu'il est, dans sa propre logique, alors c'est ça qui est difficile pour nous, c'est de passer dans une autre logique, mais à partir du moment où on fait l'effort de passer dans une autre logique, ça devient très compréhensible. C'est vraiment, c'est possible. Patricia, quel est ton feedback sur cette heure de cours passée ensemble? Et pour moi, c'est un peu dense, Mhm. plein de choses, mais heureusement, il y a le replay. Et de toute façon, mon souci, c'était les tons, Ok, les 3 tons. d'accord, très bien. Je veux dire, quand je regardais les replays et quand j'essaie avec les PDF, vraiment, mon souci, c'est les 3 tons. Voilà. D'accord, ok, très bien. C'est vrai que Mais c'est là, tout. j'ai Sinon, donné. c'est bien. Ok, j'ai donné beaucoup d'informations. L'idée, c'était de faire un espèce de panorama de la langue, que vous sachiez un peu à quoi vous attendre. Mais après, évidemment, je vais focaliser sur des aspects, faire en sorte que ce soit plus digeste quand même. Pour toi, Claudia, comment c'est? Ça va? Ouais, non, c'est super. Et j'ai bien aimé, enfin, c'est comme un espèce de résumé de. Mhm. Ouais. Maintenant, il y a à travailler, quoi. D'accord, ok. Pour toi, les 30 lettres, maintenant, tu dirais que c'est presque C'est beaucoup acquis? mieux. Il y en a certaines qui sont encore Encore pas un encore. peu rebelle. Ouais, rebelles, ouais. Mais ça D'accord, commence à rentrer et l'épellation, ouais, ça commence à rentrer. d'accord. Ok, très bien. Pour toi, Jacqueline, comme pour toi, Véro, vous avez largement le niveau pour être dans le deuxième cours. Mais vous pouvez, bah, vous êtes bienvenue ici, hein, mais est-ce que vous vous ennuierez ou pas? Bah, vous verrez. Et sinon, vous participerez qu'au cours numéro 2. Vous verrez. Vous avez appris quelque chose aujourd'hui? Un peu? Pas grand-chose, hein, Véro? Non.
Comme Claudia a dit, c'est un bon résumé qui rafraîchit bien l'après-vacances. Ah ouais, d'accord, ok, on peut le voir comme ça, effectivement. Mais à part ça, je pense que, bon, ben, vous savez tout ça. Bon, très bien. Ok, eh ben, au vu de l'heure, bon, on a un peu explosé, j'ai un peu explosé l'horloge, on va s'arrêter là parce que sinon on n'est plus du tout dans les clous. Donc, on va s'arrêter avec une dédicace comme on le fait chaque fois. Sonam diye tamje zubane tomne nyebe danam pamjene kega nache bala tupai sipe tsole drowa drolwaraisho. Voilà, merci beaucoup pour votre participation. Donc, on reste en lien avec, il y a WhatsApp, il y a les mails, et puis il y aura aussi le replay. Je vais le poster cet après-midi, je pense, j'espère au plus tôt, et vous pourrez réécouter tout ça et vous familiariser avec tout ce qu'on a vu. À tout bientôt. Merci Merci. Jean-Marc. Bonne journée. Merci Jean-Marc. Au revoir et Merci bon week-end. beaucoup. Bye bye.